Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, non seulement parce que nous sommes le 1er février de l'an de grâce 2022, mais aussi parce que nous en sommes à la 200e suggestion cinéphile de l'Odyssée. 200 suggestions cinéphiles depuis le 20 mars 2020. C'est pas si mal que ça. En 12 plus 11, non plus de 10, en 22 mois. 200 suggestions cinéphiles. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, cette 200e suggestion cinéphile, elle est consacrée à un pur chef-d'œuvre du 7e art, un film extraordinaire, tant par son dispositif esthétique, pour parler comme les snobs, que par la force visionnaire de ce film, et aussi chef-d'œuvre par sa structure qui est tout en paradoxe, car le film, le message du film, la vision du monde du film, est suffisamment ambigu pour pouvoir intéresser ou attirer l'attention des spectateurs de tous bords, de toute sensibilité politique, éthique, humaine. Et ça, c'est une des caractéristiques d'ailleurs de Fritz Lang, puisque le film a été signé par ce grand maître du 7e art, Fritz Lang, et qu'il s'agit de Metropolis. Alors, Metropolis est un film, pour éviter tout suspense, qui a été un bide, un échec commercial au moment de sa sortie, produit par la UFA, qui était la grande société de production de l'Allemagne de Weimar. Mais en même temps, ce film, dont nous présentons à l'Odyssée jusqu'au 8 février la version la plus proche de ce qu'il a dû être, puis c'est une version de 2h30 à peu près, ou 2h40, pardon, cette version, elle a été considérée comme trop longue, et toujours les producteurs de l'époque qui ont une profondeur de réflexion équivalente à la profondeur de la cacahuète, qui est petite, comme vous le savez, ont cru qu'ils pouvaient lutter contre l'échec commercial du film en réduisant le film de 2h40 à 118 minutes, 1h58 en gros. Et malgré cela, le film, au moment de sa sortie, en 1927, n'a pas été un succès. Aujourd'hui, ce film est considéré comme un des principaux chefs-d'œuvre du 7e art, et c'est tout à fait vrai. Alors, le film s'appuie sur un scénario de Thea von Arboux, qui a été rédigé en 1924 et qui a été adapté par Fritz Lang 3 ans plus tard, en 1927, au cinéma. Un chef-d'œuvre du cinéma muet, mais un mot peut-être sur les relations entre Thea von Arboux et Fritz Lang. Thea von Arboux a été l'épouse, la première épouse, si j'ai bonne mémoire, de Fritz Lang. Elle avait une particularité, c'est que non seulement elle était douée pour écrire des scripts de cinéma, c'était à l'évidence un talent, mais elle avait un immense défaut, c'est que c'était une des premières adhérentes du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, c'est-à-dire du parti nazi de Hitler. Et je crois que sa carte d'adhérente avait un numéro à 2 chiffres, donc c'était une des toutes premières adhérentes au parti nazi, une nazie convaincue. Et Hitler, ce film, on dit qu'il était son film favori, et que c'est peut-être la raison pour laquelle Goebbels va proposer en 1933 à Fritz Lang de prendre la direction du régime nazi, avec cette fameuse phrase quand Fritz Lang, surpris, lui dit « Oui, mais vous savez que je suis juif », Goebbels aurait dit Monsieur Lang, désormais, c'est nous qui décidons qui est juif et qui ne l'est pas. Voilà. Alors, le film
Rassurez-vous, je ne vais pas vous le raconter. Pourquoi? Parce que nous souhaitons, l'équipe de l'Odyssée, que vous veniez le voir dans la grande salle de l'Odyssée, qui est un magnifique écrin, mais qui évidemment est un écrin qui est à la hauteur de ce bijou, de ce diamant cinématographique qu'est Metropolis. Alors, ce film met en place, il commence avec une citation: entre les mains et le cœur et le cerveau, évidemment, entre les mains et le cerveau, il y a le cœur. Et donc, on voit que la grande thématique, ça va être celle de la médiation, un mot qui revient à la mode aujourd'hui, la médiation entre les mains et le cerveau. L'univers du film est un univers dual, composé de deux parties, entre lesquelles il y a peu de liaison, parce qu'il y a un cloisonnement très fort. L'univers souterrain, où il y a les machines, où il y a les ouvriers qui sont réduits à une situation d'esclaves aliénés, dont la seule finalité est de faire tourner, de faire fonctionner les machines. Et au-dessus, alors ils sont dans un espace souterrain, sous terre, ils ne voient pas le soleil, c'est un univers sombre, c'est l'univers des entrailles de la production. En même temps, il y a à côté un univers qui lui est au soleil, qui est au-dessus, à l'air libre, et qui est l'univers des classes dirigeantes qui vivent dans l'insouciance idyllique qui les caractérise. Vous voyez que déjà en 1927, on traçait un portrait de la société qui n'est pas si éloigné de la réalité d'aujourd'hui, avec d'un côté une oligarchie financière et autres. Je vous laisse le soin de remplir la case autre par vous-même, d'un côté, et puis une masse de gens de plus en plus précarisés, de plus en plus opprimés, de plus en plus malheureux. Et ce film, Metropolis, commence par un M comme pour Mouter, comme pour Murder, comme pour Moloch, n'est-ce pas? Car c'est un univers de Moloch, évidemment, cette métropolis, parce qu'elle broie la plus grande majorité des gens pour le bonheur et le bien-être d'une toute petite minorité. Et c'est dans cet univers que va apparaître une médiatrice, Maria. Il y a une dimension christique évidente, mais la dimension christique est conjuguée, déclinée ici sur le mode profane, n'est-ce pas? Car c'est une jeune femme. Et il se trouve que le fils du dirigeant de cette métropolis, à l'occasion d'une visite que cette Maria fait faire aux enfants des ouvriers dans les jardins paradisiaques de l'élite riche, va la voir et va tomber sous le coup d'un coup de foudre, c'est le cas de le dire, et il va évidemment se rapprocher d'elle et au point de partager les préoccupations de cette Maria qui pense qu'il faut assurer l'émancipation des ouvriers. Et cette émancipation, elle la conçoit comme non pas comme une lutte des classes où une classe renverserait l'autre, mais comme une réconciliation. Et on voit à partir de là qu'un certain nombre d'obstacles vont créer une androïde. Ça, c'est le côté très futuriste de ce film, qui va même ressembler à Maria pour créer le vent de la fronde et le vent de la zizanie, pour faire souffler ce vent de la zizanie sur l'univers des ouvriers, pour les inviter à une révolte qui serait source de chaos dans la vision du film, et de désordre, et donc de plaisir morbide de la destruction. Bien. Car évidemment, dans ce film, il y a aussi toute une dimension psychanalytique. Vous savez, la fameuse transgression,
où finalement, eh bien, on essaye d'exprimer son existence en détruisant son environnement. Formidable contradiction, évidemment. Et grâce à Maria et à l'amour que le fils du dirigeant lui porte, eh bien, la réconciliation va avoir lieu. Alors on comprendra que ce film est plu à Hitler, parce que lui aussi, dans ce qu'on peut appeler cette espèce de machine toc qui lui servait de vision idéologique au nazisme et à Hitler, eh bien, il se rêvait en réconciliateur de l'unification de la nation allemande, du peuple allemand, de la race allemande, en quelque sorte, en purifiant cette race pour qu'elle puisse retrouver une situation d'harmonie où chacun est à sa place, l'ouvrier là où il doit être, le dirigeant et les élites là où ils doivent être, mais dans une espèce de solidarité nationale mystique qui est alimentée par la pureté, la purification raciale et ethnique qui est ainsi trouvée, au détriment évidemment de ce corps en trop que constituent les Juifs et qui sont justement l'élément perturbateur. Donc la réconciliation est possible à la condition que eh bien, on puisse éliminer tous les éléments qui sont des obstacles, des opposants à cette réconciliation spirituelle. Et donc la transgression, elle consiste à transformer des poussées, des pulsions, pourrait-on dire, meurtrières et destructrices, en pulsions purificatrices et réunificatrices. Évidemment, il n'y a aucune apologie de l'antisémitisme dans le film de Fritz Lang, mais il est quand même marqué par son époque et il est marqué par cette vision quasi mystique de la réconciliation. Mais au passage, évidemment, et ça c'est l'ambiguïté du film, qui est beau par la force d'invention de la vision qui le porte, le film, et qui est aussi fort par tout le tourbillon d'ambiguïté que cette vision soulève et dont cette vision s'accompagne d'un cortège qui est ambigu. Mais c'est justement le propre de l'humanité que d'être en permanence dans l'ambiguïté et de pouvoir à tout instant basculer dans les pires vertiges destructeurs, en même temps qu'il est capable de basculer dans une émancipation élévatrice. Le film est fondé sur évidemment sur la maîtrise de l'expressionnisme, qui est le propre de Fritz Lang, qui a fait toute une série de chefs-d'œuvre muets, en noir et blanc, où il y a cette force esthétique qui porte son regard visionnaire, mais un expressionnisme qui est au service d'une vision futuriste. Alors c'est intéressant de voir comment en 1927, eh bien, on anticipe une société dont on dit qu'elle se situe au XXIe siècle, qui est le siècle dans lequel nous vivons pour de vrai. Bien. Alors évidemment, dans le siècle d'aujourd'hui, le futurisme, on peut le retrouver dans certains gestes architecturaux, urbanistiques, qu'on retrouve notamment à Dubaï ou dans les grandes métropoles européennes et occidentales, Tokyo, New York et autres. Mais c'est en même temps ce monde de la précarisation, de l'obscurité, du malheur, de la misère et de la souffrance pour la grande majorité de la population. Et ça, c'est une actualité qui reste toujours présente et qui est plus que jamais présente, dirais-je. Donc Metropolis est un pur chef-d'œuvre dont la pureté est justement faite de toutes les ambiguïtés qui l'accompagnent. Et il appartient au spectateur, en quelque sorte, d'une part de vivre cette fascination extraordinaire, car c'est impossible de ne pas être fasciné par
le spectacle de ce film et en même temps de faire ce travail d'intelligence, une intelligence du cœur et de l'esprit qui doit aboutir à faire la part des choses, quitte à être en désaccord avec une certaine vision. Mais nous sommes en 1927, l'Allemagne est sortie vaincue de la Première Guerre mondiale, elle a connu une période d'inflation galopante qui a été terrible et qui est magnifiquement, je le dis pour ceux qui sont je vous me direz dans une prochaine conversation de l'Odyssée les raisons de ce sourire, mais de ceux qui pensent qu'il faut que les films dialoguent entre eux, alors qu'un film dialogue d'abord avec lui-même et avec les spectateurs auxquels il s'adresse, mais qu'on retrouve aussi dans L'œuf du serpent de Ingmar Bergman. Et c'est un film qui inspire au fond à la réconciliation, parce qu'il y a toujours en nous une part d'enfant qui n'a pas oublié cette période quasi paradisiaque où l'on était dans le ventre de nos mamans, de nos mères, dans une harmonie fusionnelle, n'est-ce pas, à l'abri du désordre chaotique du monde. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est un film qui invite le spectateur à une transformation, à une métamorphose, à une catharsis en quelque sorte, une catharsis qui a ses limites, car on sait que Metropolis ne constitue pas, par la solution concrète qu'il propose dans le dispositif narratif, pour parler comme les théoriciens snobs et parisianistes du cinéma, mais en même temps, l'aspiration à une réconciliation, c'est une aspiration qui est commune à chacune et chacun d'entre nous, car personne ne lutte pour, en définitive, justifier l'affrontement, la contradiction, le chaos permanent. Tout le monde lutte pour s'opposer aux injustices, aux sources d'indignation légitimes, mais pour trouver des solutions qui permettent de sortir d'une situation de turbulence pour aboutir à une situation d'harmonie, n'est-ce pas? Que ce soit dans la vision marxiste ou dans la vision plus libérale, l'objectif visé est celui d'une contradiction résolue. Il n'y a que des cités comme Sparte qui, pour justifier le système d'esclavagisme, eh bien, faisaient que les élites dirigeantes étaient dans une situation de mobilisation et de vigilance permanente, se mettant à l'épreuve elles-mêmes pour être prêtes à tout moment à réprimer impitoyablement une éventuelle révolte des esclaves. Or, les esclaves, si on les maintient dans l'esclavage, eh bien, il y a de fortes chances, heureusement, dirais-je, qu'elles finissent par aboutir à un mouvement de révolte. Mais encore, la révolte ne suffit pas à elle seule, encore faut-il qu'elle arrive à trouver les voies d'une résolution de ces contradictions. Le film nous invite à une réflexion dans ce sens, même si, à mes yeux, personnellement, je considère que les solutions préconisées, eh bien, sont d'une grande ambiguïté, et que historiquement, eh bien, il a été constaté que la solution de la réconciliation à la Hitler, par un médiateur, un Führer, venu d'on ne sait où et au-dessus du lot, assurant la réunification d'un peuple réuni fusionnellement par les caractéristiques raciales de son identité, eh bien, n'est pas la solution. Et il est évident, et c'est la grande leçon d'aujourd'hui, que les morbides obsessions identitaires qui sont à l'œuvre, y compris dans cette période de campagne électorale pour les présidentielles, eh bien, ne peuvent pas constituer une solution, et que les gens qui risquent de mordre à cet hameçon de l'obsession identitaire haineuse et fondée sur la recherche de boucs émissaires à discriminer, eh bien, tombent soit deviennent prisonnières et aliénées du piège qu'on leur a proposé. Un grand moment de
bonheur esthétique, un grand moment d'opportunité, de possibilité de réflexion. Métropolis à voir dans la grande salle de l'Odyssée, et j'espère que vous viendrez nombreuses et nombreux voir et ou revoir ce magnifique film dans ce qui est votre salle préférée, l'Odyssée poilonnée. À très bientôt, merci, au revoir.